But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 11, épisode 9. Au programme cette semaine, un entretien avec Doug Hedline réalisé le 18 octobre dernier lors de sa venue dans le cadre du festival Courmétrange. Cette interview a été réalisée avec le concours de Simon Danieli. Doug Hedline, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview donc pour En attendant Godard. Vous êtes ici donc dans le cadre du festival Courmétrange où vous avez participé hier à une conférence sur le giallo, son histoire et son esthétique. Et vous êtes ici aussi parce que vous venez donc de publier aux éditions Dupuis la BD Midi Minuit que vous avez écrite et qui est dessinée par Massimo Semerano. Donc on va partir déjà de cette BD, mais avant, pour ceux qui ne vous connaissent pas, donc vous êtes journaliste, vous avez été un des créateurs du magazine Starfix, vous êtes auteur, vous avez écrit plusieurs monographies notamment consacrées à James Stewart, vous avez été traducteur, éditeur de livres et de bandes dessinées dans les années 80 et les années 90, vous avez été réalisateur de films de fiction, un film Brocéliande et de plusieurs documentaires au cours des années 90, notamment consacrés à John Cassavetes et au réalisateur, on va dire, bis avec les Denis du culte. Et donc vous avez aussi été scénariste donc de films et de bandes dessinées, plusieurs, parfois adaptés des ouvrages de votre père, donc qui est l'écrivain Jean-Patrick Manchette. Les auditeurs de l'émission le connaissent parce que c'est un peu une de nos marottes, notamment pour moi et pour Mathieu. Et donc vous avez adapté La Princesse du Sang et Nada, si je ne m'abuse. Et Fatal. Et Fatal, voilà. Et donc là, Midi Minuit, titre évocateur, donc évidemment le célèbre magazine des années 60-70 qui a connu une réédition par Guestic qu'on a interviewé hier, qui ont reproduit tous les numéros. Le dernier tome sortira dans 2 ans normalement. Et donc cette BD Midi Minuit, c'est un vieux projet, si je ne me trompe pas, parce que vous aviez l'idée d'en faire un long métrage à la fin des années 90, qui mettait en scène 2 de vos amis, anciens Starfix aussi, Christophe Lemaire et François Cognard, qui maintenant est devenu producteur. Et donc en partant de là-dessus, c'est qu'il y a une enquête en fait dans le milieu de la cinéphilie et du giallo plus particulièrement. Donc vous n'avez pas pu le faire à la fin des années 90, j'imagine, pour des questions de production, parce qu'effectivement, en lisant la bande dessinée, ça a l'air de quelque chose d'assez complexe à faire, en tout cas de très cher, pour le milieu du cinéma français. Et donc vous êtes parti dans la bande dessinée, et donc c'est un thriller cinéphilique, on peut dire, et qui prend notamment le cadre du cinéma populaire italien, dont vous êtes friand et sur lequel vous avez beaucoup parlé et beaucoup écrit. Et je me demandais pourquoi ce projet-là, plus qu'un autre, à refaire en bande dessinée, et le rapport qu'il peut y avoir, que vous avez avec le cinéma italien populaire de manière générale. Vaste question. Alors en fait, l'origine de cet album Midi Minuit, c'est effectivement un scénario de film qui s'appelait Séance de minuit, et où on avait le même principe, c'est-à-dire une enquête cinéphilique menée par 2 Français, 2 sortes de journalistes français spécialisés dans le cinéma bis, qui partaient en Italie à la recherche d'un réalisateur disparu que personne n'avait revu depuis 25 ans et qui avait avant signé un paquet de films mémorables. Donc voilà, il y avait le côté cinéphile, le côté enquête. Je ne vous cache pas que l'histoire elle-même était finalement bâtie grâce à la réalité des personnages et des gens qui devaient les interpréter. Vous avez cité Christophe Lemaire et François Cognard. Il y a également 2 amis italiens qui étaient censés jouer les 2 autres rôles principaux, dont l'un est l'écrivain Valerio Evangelisti, qui est le modèle du personnage du cinéaste dans l'album. Voilà, donc ça correspond vraiment à l'esprit du moment où ça a été écrit, et je crois que le temps a finalement augmenté ou décuplé les préoccupations qui étaient celles de 1999, le moment où
l'histoire a été conçue, parce que la cinéphilie a beaucoup évolué depuis et que c'est quelque chose qui a pas mal changé. Donc l'album est certainement teinté de nostalgie pour ce cinéma populaire italien, ce cinéma bis italien en particulier, mais plus généralement pour tout ce qui a été l'expérience cinéphile à l'époque du siècle dernier maintenant. Il y a donc presque 20 ans où c'est vrai que c'était tout à fait autre chose de cultiver sa cinéphilie, d'aller à la traque des films. Voilà, on a été dans une situation qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Donc l'intérêt pour le cinéma italien, je ne sais pas vraiment d'où ça vient. J'ai toujours aimé tout le cinéma italien, que ce soit Dino Risi et Comencini ou Mario Bava et Riccardo Freda. Voilà, pour moi, ce sont des choses tout à fait passionnantes et je crois que c'est un cinéma très viscéral en fait, et que c'est pour ça qu'il a encore un impact aussi fort aujourd'hui auprès d'un public jeune, parce qu'il y a aussi des jeunes cinéphiles de 18, 20, 25 ans qui découvrent le cinéma italien de cette période et qui s'y plongent. D'autant que maintenant, en plus, il est accessible partout, que ce soit avec des rééditions DVD Blu-ray en France ou à l'étranger. C'est énormément sorti, c'était énormément redécouvert à la fin des années 90, avec quelques cinéastes qui faisaient explicitement référence soit dans leurs films, soit dans leurs entretiens. Un cinéaste comme Tim Burton, par exemple, a souvent crié son amour pour Mario Bava. Et même maintenant, avec Internet, tout se trouve de manière légale ou non, d'ailleurs. Tout ressort, que dans des qualités variables et différentes, mais c'est vrai que cette question de la cinéphilie change, parce que donc Midi Minuit commence à la fin des années 90, en 98, où on parle encore des salles de quartier, des doubles séances bis, un cinéma comme le Brady, jusqu'à il y a encore quelques années, fonctionnait sur ce mode-là, des doubles, triples séances ou des projections en continu. C'est vrai que c'est quelque chose qui a totalement disparu. Même moi, de toute façon, j'étais beaucoup trop jeune pour connaître, et puis de toute façon, en province, c'était beaucoup moins prégnant que à Paris notamment. Et donc c'est la question de la cinéphilie, la question du cinéma italien, qui a été un cinéma extrêmement important à la fois par sa production. Donc les Italiens, à Cinecittà, après-guerre, avaient une production pléthorique. Je ne sais pas s'ils étaient plus productifs qu'Hollywood, mais en tout cas, ils avaient un staccanovisme de la production, et dans tous les genres, dans tous les genres populaires, quoi. Que ce soit le péplum avec le polar, avec le film d'horreur, après avec tous ces sous-genres qui sont venus, comme le film de possession, le film de cannibale, mais plus dans les années 80. C'est vrai que c'est un cinéma qui est presque, je sais pas s'il est mort du jour au lendemain, mais en tout cas il a disparu quand même assez vite à la fin des années 80. Oui, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait ça a été très progressif finalement, l'ascension et l'essor du cinéma italien, parce que après les années du fascisme, il y a eu quand même l'effondrement successif à la fin de la guerre et à la défaite de la culture mussolinienne finalement, qui s'était incarnée à travers les films à téléphone blanc, qui étaient des espèces de comédies un peu bourgeoises, ripollinées, qui montraient une très belle image de la société italienne, dans lesquelles il y a des films intéressants et des trucs avec Vittorio De Sica, des choses comme ça qui sont pas mal. Mais justement, on a le retournement total de l'effondrement de cette société italienne à la fin de la guerre, et du coup, on part avec un truc qui est une sorte de cinéma brut, qui est le néo-réalisme, qui a énormément frappé les esprits à l'époque, et qui reste, je pense, quelque chose d'assez fort, même si c'est c'est très désuet maintenant. C'est vrai que des films comme Rome ville ouverte, Paisa ou Le voleur de bicyclette ou Choucha ont été donc des films qui ont été vus dans le monde entier, qui ont été primés dans les festivals, ça c'était la grande vague du néo-réalisme italien, c'est ce qui arrive tout de suite après la guerre. Et attiré par ce courant, cette vague néo-réaliste, les Américains donc s'intéressent au cinéma italien et s'aperçoivent qu'il y a Cinecittà qui ne sert plus à grand chose depuis la fin de la guerre, et même depuis un peu avant, puisque on a arrêté de tourner des grosses productions déjà avant la guerre. Donc là, on se retrouve avec des studios géants qui, pour l'instant, ne servent pas, de la main-d'œuvre extrêmement peu chère, puisque les Italiens crèvent de faim et ont besoin de travailler pour nourrir leur famille, et des techniciens chevronnés qui ont fait aussi leur apprentissage à l'époque du grand cinéma italien d'avant-guerre. Bon. Et les Américains arrivent là-dedans et se disent il va être temps d'occuper les lieux, puisqu'on va pouvoir faire nos films, mais avec beaucoup moins de dépenses que si on les tournait à Hollywood. C'est Quo Vadis et la vague de péplum successifs qu'il y a eu, de films historiques. Bon, il y a aussi Guerre et Paix, il y en a d'autres. Ça va jusqu'à, je ne sais pas, Sodome et Gomorrhe de Robert Aldrich. Il y a plein de péplums qui, dans les années 55 à 65, se tournent là-bas, et qui sont des films américains. Alors, c'est souvent des très grosses productions avec beaucoup de main-d'œuvre qui auraient coûté vraiment beaucoup plus cher si on les avait faites
en Amérique. Et là-dessus, sur cet élan, du coup, Cinecittà repart. C'est comme si on relançait le moteur et une nouvelle génération de cinéastes et de techniciens italiens apparaît et voilà, ils se mettent à produire des choses qui sont, comme ont toujours fait les Italiens jusqu'à la fin de leur cinéma populaire, à la fin des années 80, comme vous l'avez dit, souvent des courants ou des styles de films ou des genres qui partent de modèles américains. C'est-à-dire qu'on souvent on est sur la reprise, on essaye de faire ou du gothique à l'anglaise, ou du peplum à l'américaine, ou du voilà. Bon, mais évidemment, quand ils font un peplum, c'est pas Ben-Hur, ça va être les Travaux d'Hercule et c'est complètement différent de ce qu'auraient fait des Américains. Et quand ils font du gothique à l'anglaise, c'est pas de la production Hammer, bien loin de là, c'est plutôt Les Vampires de Riccardo Freda ou des films de Camillo Mastrocinque, des choses comme ça qui sont bien plus italiens que britanniques en réalité. Lorsqu'on discute avec des cinéphiles qui s'intéressent à ce cinéma-là, on constate que ces cinéphiles ne mettent pas vraiment de barrières. Ils vont aimer et la comédie italienne, et le polizioteschi, et les gialli. Est-ce que cette porosité reflète le glissement des scénaristes, des techniciens dans cette industrie du cinéma italien? Est-ce que ça peut être une raison à cela? Moi, je pense qu'essentiellement, ce cinéma italien a été aussi vivace, aussi passionnant et prolifique et génial parce qu'il y avait l'interaction ou la porosité, un terme bien choisi, entre les différents types de cinéma. C'est-à-dire qu'effectivement, on rappelait hier que Pasolini avait joué dans un western spaghetti, ce qui est une anecdote amusante, parce que quand on pense au cinéma de Pasolini, on ne pense pas vraiment au western spaghetti du tout, quoi. C'est complètement autre, c'est très autorisant, c'est très sophistiqué et un peu glaçant. Donc ça n'est pas l'espèce d'exubérance qu'il y a dans le western italien. Mais bon, les connivences étaient là, les complicités étaient là, les gens pouvaient passer d'un style à un autre. On a beaucoup parlé de Dario Argento autour du giallo. On n'a pas beaucoup parlé du fait que Argento, on commence avec un giallo, mais que finalement Bertolucci aussi, avec La Comare Secca, commence avec un début de sa carrière avec une sorte de film policier inspiré de modèles américains. Bon, c'est vrai qu'ils étaient un peu tous sur ce côté. On mélange tout, on prend nos plus belles influences, toutes les choses qu'on aime, que ce soit Hitchcock ou King Vidor ou Dieu sait quoi, et on va fabriquer nos films. Voilà. Et en fait, dans cet élan collectif, c'est pour ça c'est ce qui est très passionnant, c'est que c'est très collectif. Il ne faut pas avoir la vision autorisante que les gens des cahiers du cinéma ont essayé de nous vendre pendant longtemps, qui était de dire, ah bah oui, il y a Rossellini, Visconti, Antonioni, voilà, les grands maîtres italiens, puis à côté il y a de la merde. Mais non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est pas leur pratique d'abord au quotidien, puisqu'il y avait tous ces gens dans l'ensemble se connaissaient et travaillaient ensemble, les techniciens passaient d'un plateau à l'autre bien sûr, mais même les scénaristes, où on avait Franco Solinas qui était capable d'écrire un film très sérieux pour Francesco Rosi et puis qu'après allait écrire un western pour Damiani ou pour un autre réalisateur de western, bon, et qui faisait passer des messages très similaires dans les deux styles de cinéma d'ailleurs. Voilà. Donc cette interpénétration, elle est vraiment présente, elle est fondamentale dans le développement de tout ce cinéma et donc de cette période, parce que nous on retire de ça certains genres qui sont plus amusants, plus spécifiquement italiens, plus curieux, bon, comme le giallo ou le film de cannibale ou le western, mais en réalité tout ça se passait en même temps, à peu de choses près, c'est-à-dire que les genres se succèdent un peu. On va avoir d'abord le peplum, puis le gothique à l'anglaise, puis le faux film d'espionnage à la 007, puis le western, bon, mais en même temps tout ça se recouvre un peu et ça se passe en même temps que les films de Risi et de Comencini avec Alberto Sordi, avec Gassman, avec Mastroianni, voilà. Donc tout ça est très, très voisin. Ils ont tout fabriqué à la même époque et en se connaissant les uns les autres. Dans beaucoup de cas, il n'y a pas de cloisonnement et il n'y a pas Antonioni et Pasolini au-dessus de la mêlée ne s'intéressant à rien d'autre. Hein. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'était Riccardo Freda, je crois, qui disait que les réalisateurs en Italie qui faisaient des films sérieux, c'était les réals en I, Risi, Antonioni, alors que ceux qui voulaient faire du film populaire, Bava, Freda, étaient beaucoup plus fun que ces gens-là. Mais c'est vrai que sur la porosité qu'il peut y avoir entre les genres et les cinéastes qui ont tous touché à plein de choses, je pense à Antonio Margheriti, ses premiers films avec La Vierge de Nuremberg, justement, qui est un faux gothique à l'anglaise, alors que c'est totalement italien, qui après va faire du film de guerre, va faire du polar, avec son pseudo habituel de Anthony M. Dawson, mais c'est pas le seul. Tous les cinéastes au fil des années 60-70 passent du peplum au polar, puis après au film d'horreur dans les années 80, parce que c'est ce qui rapporte le plus. Et c'est vrai qu'il y a cette... on l'a pas parlé hier, enfin ça n'a pas été évoqué hier pendant la conférence sur le giallo, mais c'est vrai qu'il y a ce caractère, de toute façon, évidemment mercantile,
très présent dans le cinéma italien, à la fois soit par des rip-off de genres spécifiquement a priori américains, ou en tout cas en termes de production comme le peplum, et puis après le western. Mais donc c'est pour ça qu'il y a des jeunes filles très belles qui se font trucider, parce que c'est toujours plus agréable que de voir des gros moustachus qui se font éventrer. Et il y a ce caractère mercantile, mais qui justement nous Quoique un bon éventrement de héros moustachus, tout de même. Regardez dans Les Vierges pour le bourreau, à un moment il y a un gros type qui se fait massacrer. Quand même, c'est. Non, moi je plaisante, mais bien sûr vous avez raison que c'est beaucoup plus. L'aspect mercantile, on va dire, ou commercial pour être plus poli, est extrêmement important aussi, parce que c'est vrai que c'est un cinéma de grande consommation. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi du cinéma populaire, parce que c'est fait pour être vu par plein de gens, donc il faut que ce soit sympathique, stimulant, drôle, etc. Et que effectivement un clown bien fabriqué par contre. Bien fabriqué, pas toujours. Dans l'absolu, il faudrait, et les bons artisans et les très bons réussissent à fabriquer merveilleusement, mais il y en a d'autres qui font n'importe quoi. Il y a quand même des films. Je vous défie d'essayer de revoir un Trinita aujourd'hui en trouvant ça cohérent, et on se demande comment on a pu autant aimer ça et comment ça a pu avoir un tel succès à l'époque, parce que c'est quand même fait avec les pieds, quoi. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a encore bien pire que les films de ce cher Enzo Barboni. Alors Lenzi, par exemple, c'est un cas. Voilà, vous parliez de Margheriti, qui est plutôt un artisan doué et versatile, qui effectivement a fait un peu de tout, mais notamment ces merveilleux films de science-fiction avec des petites maquettes là, qui étaient très mignons. Mais aussi il y a quelques gothiques qui sont pas mal, Danse macabre, des choses comme ça qui sont des chouettes films. Lui il a un peu évolué dans tous les sens, et Lenzi est un peu, ce serait presque son antithèse, c'est-à-dire que Lenzi a aussi évolué dans tous les sens, mais quasiment n'a jamais réussi à faire un bon film de sa vie. Il a fait tous les genres, des films de pirates, il a été mauvais partout, c'est infernal. Il a fait des films de pirates, du giallo, du Zorro, du western, du polar. Bon, c'est dans les polars qu'il est le meilleur, hein, quand même, heureusement, et ça c'est assez visible quand même, les trucs avec Thomas Millian et Mauricio Merli, c'est pas si mal. Mais parce que c'est un peu, voilà, il bénéficie de la couleur locale de l'époque. Mais quand il tourne des giallo en Espagne, c'est franchement très ennuyeux la plupart du temps. Hein. Ça n'est pas original. Et pour revenir en France, via l'édition DVD, on sent qu'il y a une volonté chez des éditeurs, je pense au Chat qui fume par exemple, de remettre en avant des films de genre français, années 70, années 80. Est-ce que vous pensez qu'il y a un véritable continent oublié de la cinéphilie, ou que non en fait Français ? Oui. Est-ce que tout compte fait, ça n'aura jamais vraiment pris ? Mais non, c'est mauvais le cinéma français des années 70-80. C'est en termes de cinéma de genre. Il n'y a pas de cinéma de genre en France. Il n'y a que le policier, évidemment, qui est le genre historique que les Français ont pratiqué pendant longtemps et qui malheureusement est un peu défunt maintenant. Mais c'est sûr que c'est pas la bonne période. Hein. Les films français des années 70-80, bon, il y a une espèce de nostalgie globale en fait qui s'étend sur cette période, parce qu'on a l'impression que c'était une période bénie où voilà, tout était merveilleux, le monde était plus simple. On était encore dans la logique de la guerre froide avec les deux blocs et tout, c'était très clair. Hein. Il y avait les Occidentaux faisaient du cinéma et les Russes, on ne savait pas ce qu'ils faisaient, mais c'était sûrement pas du vrai cinéma. Enfin, quand on voyait quelques trucs arriver derrière le rideau de fer, on se disait mon Dieu, les pauvres. Et ici, on était dans une espèce de profusion d'œuvres de toutes sortes, voilà, très, très joyeuses. Bon, après, le cinéma français est quand même un truc qui n'est pas du tout porté sur le genre. On n'est pas un pays de cinéma de genre. On a inventé aucun genre, on a juste pratiqué le policier, qui est vraiment le seul genre, et puis le reste, c'est de la comédie et du drame. C'est l'essentiel du cinéma français, qui n'a jamais été à l'aise avec le fantastique, jamais été à l'aise avec l'épouvante. Et pas tellement avec tout ce qui n'était pas policier. Donc il fallait vraiment que ce soit ancré dans une sorte de réalité. Alors il y a des films, moi j'aime beaucoup le cinéma français, hein, il y a des choses d'une certaine époque, il y a des choses merveilleuses. Je veux dire, on peut revoir n'importe quel Julien Duvivier, n'importe quel Henri Decoing, ce sont des films formidables, vraiment très bien écrits, avec des interprètes magnifiques. Je veux dire, on a eu des comédiens immenses, mais pas dans les années 70-80 où c'est quand même un peu le creux, quoi. Bon, c'est peut-être pas mieux maintenant, mais c'était déjà un peu le creux de la vague. Regardez les films policiers des années 70-80, franchement, il y en a quelques-uns qui sont pas mal. Il y a Adieu Poulet, il y a Garde à vue, il y a un certain nombre de films qui tiennent encore la route, mais c'est pas une... Enfin, le tout venant est quand même très banal et plat, quoi. On n'a pas la chance d'avoir des choses aussi brillantes, aussi saillantes que ce qu'ont fait les Italiens à la même période. C'est aussi peut-être parce que c'est né du contexte politique de l'époque en Italie, avec les Brigades Rouges, où il y avait un contexte directement violent et visible et palpable, alors qu'en France c'est des choses, que ce soit n'importe quel remous politique ou comme la guerre d'Algérie, tout ça, c'est des choses qui sont tout de suite un peu passées à la trappe
je sais pas, par le milieu de la culture ou par le milieu de la production, alors que les Italiens prennent ça à bras le corps, notamment dans leur polar où ils traitent directement de ces problématiques-là. Oui, comme les Américains qui sont capables de faire Les Hommes du Président ou des films ou Parallax View, qui sont des films finalement engagés et qui traitent de questions politiques, de la même manière qu'ils sont capables de faire Apocalypse Now pas très longtemps après la fin de la guerre du Vietnam ou The Deer Hunter, bon, des choses comme ça. Nous en France, on a cette horrible propension à, comme vous dites, enterrer ou simplement taire les choses et ne pas être capable de traiter de manière artistique ou par le biais de formes artistiques et cinématographiques les vrais sujets de société du moment. On fait du replâtrage, on dit bon bah voilà, là on va faire un film avec Vincent Lindon dans le rôle d'un type qui perd son boulot. D'accord, mais enfin c'est quand même voilà, c'est pas ça forcément qui va le plus faire avancer les choses. On a été incapable et on est toujours incapable de traiter de la guerre d'Algérie en France. C'est un sujet qui ne fonctionne pas dans le cinéma français. Voilà, il y a d'autres problèmes que ça, mais c'est vrai que c'est très juste de dire que les Italiens eux étaient à bras le corps et voilà, ils avaient Francesco Rosi, Elio Petri, des gens comme ça qui attaquaient vraiment directement, frontalement les problèmes de société du moment. Il y a eu aussi des films autour du terrorisme à l'époque des Brigades Rouges. Bon, voilà, c'est un cinéma plus direct et peut-être que la violence qui imprégnait cette société, qui les a d'ailleurs tous surpris, parce que moi, mes amis italiens me parlent souvent de la manière dont l'attentat de la Piazza Fontana en 69 a complètement transformé la vision qu'ils avaient de la société. Tout d'un coup, bon, bah, voilà, il y a une bombe qui a explosé au milieu de leur salon et ils se sont dit, mais on n'est pas du tout dans le monde tel qu'on l'imaginait. Le giallo et ses excès de violence répondent aussi peut-être un peu à ça, de la même manière que le cinéma policier italien musclé et plutôt de droite qu'il y a eu après a aussi répondu à ça en donnant une autre solution. Mais c'est sûr que les courants de société qui secouent profondément une période se retrouvent toujours dans le cinéma, reviennent à travers le cinéma. Parce qu'en plus, je pensais là, vu que Jean-Marc Rouillant a publié son autobiographie il n'y a pas longtemps, un film sur Action Directe, normalement ça aurait pu être fait quasiment à chaud, alors que les Allemands l'avaient fait pour la fin de la RAF. Il y avait le film de Fassbinder, enfin 2 films, il y avait Almagan Autumn et La Troisième Génération, qui pareil étaient des films à chaud qui réagissaient directement aux événements de l'époque, alors qu'en France, et au Japon aussi, Wakamatsu et puis Adachi, qui eux après ont posé les caméras pour prendre les armes en Palestine. Mais c'est vrai qu'en France, finalement, ça a peu pris, à part justement le film de Chabrol qui était Nada, qui était basé sur un bouquin de votre père. Mais sinon, on a eu ça, très peu de choses sur ces problématiques-là. Il y avait Boisset qui essayait de temps en temps, mais je crois qu'il se heurtait à des contraintes de production. Oui, et puis je crois que le problème, il est qu'en France, on n'a pas eu de Fassbinder, quoi. On a eu personne qui soit à la hauteur de la problématique et qui soit capable finalement de transgresser un peu les codes sociaux qui étaient quand même aussi assez forts en Allemagne pour faire le cinéma qu'a pu faire Fassbinder. On n'a pas eu en France de cinéastes aussi aussi diablement engagés dans leur démarche qu'ont pu l'être Pasolini en Italie et Fassbinder en Allemagne. Ils sont pas c'est pas mes cinéastes de prédilection, c'est un peu c'est un peu différent de ce que j'aime profondément, mais en même temps je reconnais tout à fait la vertu qu'ils ont l'un et l'autre, quoi. Bon, du coup en France, on a Yves Boisset qui est un très gentil garçon, c'est un homme adorable et qui a essayé, je crois, de faire des choses, mais il a essayé d'une manière qui a été contrariée probablement par les codes de production français, et puis dans un système français où, si on se dit que le cinéaste le plus engagé sur ce terrain, c'est notre bien-aimé Claude Chabrol, c'est terrible parce que Claude était formidable, mais c'était quand même pas du tout le mec qu'il fallait pour traiter de ces questions-là, parce que c'est quelqu'un qui vient d'une famille très bourgeoise, d'un milieu social aisé et qui n'a pas de rébellion au cœur. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de montrer les turpitudes de la bonne société française et de ses politiques, mais on peut pas dire qu'il le fasse d'une manière très radicale. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que on a été en déficit et on l'est toujours de cinéastes engagés. Alors de temps en temps, on voit des gens comme Richet qui essayent de faire des trucs un peu plus coup de poing, mais ça n'arrive pas très souvent. Et parce que effectivement, vous parlez de Chabrol et de Nada, c'était votre père, je crois qu'il disait que du film de Chabrol que c'était un film de stalino-démocrate, parce qu'il ne sait pas justement aller assez à bras le corps sur la question du terrorisme et leur représentation. Il y a un changement de texte dans le discours d'explication que fait Buenaventura Diaz à la fin quand il sait que tout est foutu et que les anards qu'on appellerait des ultra-gauches aujourd'hui se sont fait massacrer par les flics, et voilà. Et Chabrol a changé un truc pour que ce soit un peu plus accessible
acceptable, quoi, et un peu moins revendicatif. Et ça les a fâchés pendant un moment, et puis après ils se sont réconciliés parce que c'était des hommes de bonne compagnie et de bonnes intentions. Mais d'ailleurs, ils auraient aimé retravailler ensemble, ils ont failli faire Fatal ensemble. Du coup, voilà, on est dans un système où si on se dit que finalement Nadar reste le film peut-être le plus... enfin, un des films, il y en a peut-être quelques autres, mais un des films les plus engagés du moment sur ces questions, bon, on est quand même loin du compte, quoi. Voilà, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, mais c'est plein de défauts, quoi. En tout cas, au niveau de l'examen de la société française, c'est un peu court, quoi. Voilà. Et sur Nadar, justement, vous savez s'il va ressortir? Parce qu'en France, il n'est pas disponible légalement. Non, il est bloqué pour des questions de droit depuis des années. Il y a des procès. Claude et moi, et maintenant ses héritiers et moi, les enfants de Chabrol et moi, on fait un procès au distributeur qui nous empêche de montrer le film et qui nous a en gros spolié de tous les droits sur le film depuis environ 20 ans, quoi. Donc c'est vrai que c'est pour l'instant un truc qui ne circule pas. Ça se voit sur Internet comme tout, hein, puisque vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait tout trouver sur Internet. Puis il est sorti en DVD en Angleterre. Oui, malheureusement c'est une version à laquelle il manque plus d'une demi-heure, donc c'est vrai que ça gâche un peu le truc, mais je ne désespère pas qu'un de ces jours on réussira à le remontrer. Maintenant, bon, il faut être un peu patient, quoi. J'espérais pouvoir le faire cette année en même temps que la sortie de la bande dessinée, mais on n'a pas réussi à aller au bout du contentieux juridique qui nous oppose à l'exploitant, distributeur, producteur, hein, qui nous a vraiment piqué les droits depuis très longtemps. Ça finira par arriver. De manière générale, la filmographie de Chabrol et le fait qu'il ait eu aussi beaucoup de coproductions fait que ça rend assez difficile d'organiser par exemple une rétrospective Chabrol, déjà parce qu'il y a beaucoup de films et puis les copies sont parfois... Il y a à peu près 50 films en tout, si je me rappelle bien. Il y en a 14 qui sont bloqués chez ce même distributeur et donc qui ne sont pas montrables. Ça fait quand même déjà presque un tiers. Et parmi ceux-là, il n'y a pas des moindres, hein. Il y a La femme infidèle, Juste avant la nuit, des choses comme ça, qui sont des bons films et qui ne sont pas visibles. C'est très embêtant parce que ce sont des films qui font partie quand même du patrimoine français et qui... Bon, moi, c'est un cinéaste que j'aime bien, Chabrolin, franchement. C'était quelqu'un dont la plupart des films, pendant toute cette période, sont très visibles avec plaisir pour moi. Voilà, j'aimerais bien que ça puisse être remontré. Bon, on est vraiment dans cette espèce de vide juridique qui existe parfois autour des films, surtout quand ils sont coproduits, surtout quand ils ont changé de main plusieurs fois, quand les droits ont été cédés par une société à une autre, etc. C'est vrai que des fois c'était très compliqué et la grande époque des coproductions a aussi engendré des situations sur d'autres films de Chabrol, par exemple Les Magiciens, qui n'est pas un bon film mais qui est très amusant tellement c'est mauvais, qui est produit par Tarak Ben Ammar, si je me rappelle. Voilà, celui-là aussi est bloqué pour des raisons de coproduction. Bon, enfin, il y en a plusieurs qui sont dans le même cas. Et du coup, ça touche beaucoup à cette période du cinéma où on a des films franco-italo-germano-yougoslaves avec donc du coup de l'argent qui vient de partout, qui a les droits. Argento lui-même a dû lutter pour récupérer Quatre mouches de velours gris qui a été bloqué à cause de la coproduction américaine pendant des années. C'est des processus longs. Mais les films finissent toujours par ressortir. Et puis s'ils ne ressortent pas de manière officielle, on finira par les trouver sur Internet. Bon, pas forcément, comme vous l'avez dit, des fois c'est dans des copies pas terribles, mais c'est vrai qu'il vaut mieux les voir, même dans une copie pas terrible, que de ne pas les voir du tout dans l'ensemble. Après, ce qui est plus compliqué, c'est quand les films sont coupés, tout ça. Bon, c'est vrai que on est dans une phase de cinéphilie maintenant où on a aussi un peu la maniaquerie la copie intégrale, avec le montage du réalisateur, avec tous les bonus Blu-ray, etc. Bon, bah oui, c'est bien quand on peut avoir ça. C'est même mieux que de le voir dans une copie VHS pourrie ou dans un rip de copie VHS pourrie fait dans les années 80. Bon, c'est vrai que c'est des fois difficile. Mais bon, l'important, c'est que les choses soient accessibles. Et c'est vrai que donc l'année 60-70, c'était la grande période des coproductions où il y avait 5 pays producteurs différents. Et donc effectivement, ce qui amène à ces multiples versions, pour toutes les cinématographies, beaucoup en Italie où les films ont 5 titres, 22 affiches différentes et 3 montages, mais même des productions avec l'Espagne. Je sais qu'on a pas mal parlé dans cette émission de Jess Franco, qui là est encore un cas particulier parce que pour chaque film, il doit y avoir 3-4 montages différents. Et ce qui est vrai que finalement, ça fait des filmographies qui sont impossibles à reconstituer. Et c'est quelque chose, je pense, c'est pas forcément mal, mais qui s'est arrêté, ce qui fait qu'on a moins de variabilité dans les films, quoi. Bon, déjà, on est beaucoup plus dans la conservation qu'on l'a été il y a un moment, où à l'époque où ces films étaient produits, c'est l'histoire des Quatre mouches de velours gris. C'est-à-dire qu'une fois que le film avait fait ses recettes, la Paramount l'a rangé dans un tiroir et n'en avait plus rien à faire, et ça les intéressait pas de se faire une édition DVD ou de rendre les droits à Argento, parce que de toute façon le truc était terminé pour eux, l'opération commerciale, disons, était finie. Une fois que l'existence commerciale des films est finie, maintenant on a quand même le souci d'essayer de préserver les choses
pendant au moins un certain temps ou un certain type de choses, mais il n'empêche que c'est pas toujours évident. Alors bon, là pour l'instant avec l'internet, tant que l'internet est debout, on ne sait pas combien de décennies ou d'années ça durera, mais tant que l'internet est debout, on a un peu accès effectivement à tout par divers biais. Mais il y a aussi des choses qui se perdent encore maintenant. Bon, moi je peux vous donner l'exemple très simple d'une série que j'ai tournée en 2006, dont j'ai tourné un épisode en 2006, que le truc est perdu, le master original est perdu. C'est un truc qui a même pas plus de 12 ans, quoi. Voilà, par une suite de péripéties, faillite de la société productrice, stockage du matériel dans un labo qui ferme, le matériel est déménagé, on ne sait pas où il est parti, finalement il est déposé, il est proposé au CNC qui refuse de l'accueillir parce qu'ils n'ont pas de place, donc ça finit à la Bibliothèque nationale de France et c'est sur palette quelque part et on ne sait même pas si les masters de cette série sont dans l'énorme quantité de trucs qui sont stockés et qui viennent de ce labo, qui sont stockés à la BNF. Voilà. Bon, c'est complètement idiot, mais c'est vrai que là par exemple c'est un truc qui n'existe que en DVD. Voilà. Quand il n'y aura plus de DVD, le machin n'existera plus du tout. De même, je constate que je me suis rendu compte il y a quelques jours que le film que j'avais tourné en 2003 pour Pathé, qui n'est pas quand même un mini producteur, n'existe plus en DVD et n'a jamais été édité en Blu-ray. Bon, donc voilà, donc ça c'est encore un film qui pour l'instant n'est pas si facile à voir. Peut-être que c'est une bonne chose d'ailleurs. Alors pourtant ça avait été plutôt un bon succès. Ça a très bien marché en DVD, oui. Ça a bien marché en vidéo. Non mais ils le rééditeront, je pense, un de ces jours. Mais voilà, donc comme quoi en fait, oui, on n'est plus dans la phase où on se dit bon, on a d'abord ces objets encombrants qui sont les internégatifs, les copies d'origine, voilà, le négatif d'origine ou le positif d'origine. Bon, c'est très compliqué à stocker, ça vieillit pas très bien, c'est très encombrant. Bon, c'est vrai que ça a aussi entraîné la perte de beaucoup de films. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'on retrouve quand même aujourd'hui encore parfois dans une cinémathèque au Brésil ou en Argentine un vieux Fritz Lang de 1918 ou 1919 qui était considéré perdu, mais dont il a subsisté une copie voilà, dans des archives d'une petite cinémathèque ou d'un cinéma de village. Ça arrive encore. C'est plutôt merveilleux. Après, bah oui, une fois que les choses sont dehors, bon, maintenant, c'est facile de les fixer sur un support physique ou de les fixer au moins sur un disque dur et ça les préserve pour un bon moment. Moi, je suis tout à fait partisan des sites qui accumulent des films comme ça et qui les mettent à disposition. Voilà, c'est très bien. Je veux dire, c'est pas un plaidoyer pour la gratuité de tout, forcément, mais c'est aussi pour dire que c'est des œuvres qui parfois n'intéressent que peu de gens et c'est bien qu'elles soient visibles quand même. On a en France, heureusement, toujours cette culture cinéphile qui fait que des boîtes comme Artus, Le Chat qui fume, Wildside sortent des belles éditions de films un peu oubliés, un peu rares. Bon, c'est même assez fondamental que ça existe, quoi. Mais après, justement, dans ces éditions, il y a un peu de tout. C'est pas forcément d'ailleurs que des grands films. Parfois, c'est des films d'horreur très mineurs, des polars assez miteux, mais qui, c'est vrai, étaient totalement invisibles. Et c'est un genre de... Je sais pas si c'est un renouvellement de la cinéphilie, mais ça amène une nouvelle cinéphilie de sortir un peu de la cinéphilie classique où on aurait, je sais pas, les Bergman... ou ce genre de choses où on passe sur une cinéphilie plus bis ou plus déviante. Je sais qu'on en parlait hier avec Guy Astic, le directeur des éditions Rouge Profond, où maintenant il y aurait plus seulement une cinéphilie bis, une cinéphilie classique, mais les deux arriveraient à se mêler, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait être aussi fan de Bergman que de, je sais pas, de Margheriti, justement, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Et ça vient peut-être justement à la fois de ces rééditions de travail de patrimoine qui est fait par des éditeurs, et justement de la mise à disposition sur Internet d'un catalogue de films incommensurable, quoi. Oui, moi j'avais identifié ce phénomène il y a déjà quelques années. J'ai écrit dessus dans l'ouvrage collectif sur Starfix qu'on a publié il y a déjà 2 ans et quelques. Pour moi, c'est une sorte de lame de fond un peu plus complexe et un peu plus ancienne que ça. C'est-à-dire que moi j'identifie le début de ce mouvement au début des années 60 où on commence à avoir les projections à la télévision américaine des classiques de la Universal, les films de monstres, Frankenstein, Dracula, Wolfman, tout ça, où tout d'un coup on a une génération qui découvre par le biais de la télévision tous ces films d'épouvante qui n'étaient plus visibles en salle depuis des années. Et bon, voilà, quand on voit La fiancée de Frankenstein pour la première fois, généralement c'est un petit choc. Bon, des choses comme ça, voilà, tout d'un coup ça devient quelque chose qu'on peut voir chez soi et ça crée la génération
de cinéphiles bis, finalement, la première génération de cinéphiles bis qui va créer la revue Midi Minuit Fantastique et qui va ensuite créer l'écran fantastique, Mad Movies, puis Starfix. Bon. Et en fait, à partir de là, il y a cette culture des maquettes Aurora et de Creepy, Eerie et des salles de quartier à double programme, qui commencent à s'intéresser à tout ce qui est cinéphilie déviante. On est dans une période, là, les années 60 jusqu'en 75 à peu près, où c'est impossible d'ouvrir un journal de cinéma et de lire un article en dehors de ces quelques revues spécialisées sur des gens comme Bava ou Argento ou Margheriti et chez les Américains de même. On pourrait citer les cinéastes B américains qui sont absolument pas référencés dans les cahiers du cinéma ou ailleurs. Donc, du coup, on est là dans une opposition entre une cinéphilie traditionnelle, classique, ce que vous avez cité, avec les grands auteurs, Bergman, Fellini, Joseph Losey. Voilà, on a une espèce de cinéphilie officielle, qui sont tous les gens qui vont dans les festivals à Cannes. Ensuite, il y a Altman, des gens comme ça. Et c'est généralement assez ennuyeux. Et à côté, il y a tout ce que le Télérama ne traite jamais, dont il ne parle pas, tout ce que les médias officiels ne traitent pas, et il y a le cinéma, en gros, nous on dit populaire, mais eux ils disent c'est le cinéma, c'est pour les demeurés, quoi. Voilà, donc en fait, voilà, on a cette opposition frontale. Et peu à peu, ce qui se passe, c'est qu'avec les efforts patients de gens comme les rédacteurs de Starfix ou de Mad Movies ou de toutes ces autres publications, on commence à avoir un retournement de situation lent et progressif, mais où les gens qui ont la culture du début des années 60 et qui aiment ce cinéma déviant, disons, commence à prendre peu à peu le dessus, à infiltrer la digue, et finalement la digue pète, et ça craque, et du coup, c'est l'inverse. C'est-à-dire que nous, on a défendu, notre génération a défendu un cinéma qui n'avait pas droit de citer dans les médias traditionnels. Ça comprenait aussi les Clint Eastwood, qui maintenant est censé être un des grands cinéastes du monde, voilà, mais à l'époque personne ne parlait de lui. Du coup on se retrouve avec l'inversion des valeurs, et où tout d'un coup on est maintenant dans la génération suivante qui bouffe du cannibale italien à longueur de temps, mais qui n'a aucun respect ni aucun intérêt pour Bergman ou pour Fellini ou pour Joseph Losey ou pour Antonioni et tous ces gens-là, ce qui est quand même assez étrange, parce que nous on n'était pas non plus là pour dire on va foutre aux orties toute la cinéphilie classique ou la cinématographie classique. On était là pour dire bah oui, il y a quand même, en dehors de Eisenstein et Murnau, il y a aussi des trucs modernes qui sont intéressants. Maintenant, on est là au stade suivant, on n'est plus dans l'inversion. Elle a été digérée, c'est-à-dire le moment où on trouve au supermarché, vous allez chez Carrefour, vous allez trouver des films de cannibales italiens sous blister à côté des Jean Gabin. C'est quand même extrêmement étrange comme situation. Voilà, Umberto Lenzi est au même rang que Jean Delannoy, et tout d'un coup on se demande où on est. Mais voilà, on peut s'acheter tous les cannibales italiens si on veut en allant au supermarché, c'est formidable. Et du coup ça y est, c'est passé, et maintenant on est dans la grande soupe, c'est-à-dire que tout est disponible à tout moment et en vrac, et le gros problème devient celui de créer cette cinéphilie respectueuse de tous, on pourrait dire, qui intègre tout à la fois et qui met tout au même niveau sur un plan d'égalité, finalement, que ce soit Bergman, Fellini, Umberto Lenzi et Sergio Martino, voilà, de dire tous ces gens ont travaillé, voilà, à faire du cinéma, ils ont fait des films, et on peut comparer tous ces films. Ils ont tous il n'y a pas un maître étalon, on va dire, finalement un Fellini c'est vachement plus important qu'un Lenzi. Oui, dans l'absolu peut-être, mais en même temps tous ces films ont été fabriqués dans des conditions relativement similaires à la même époque, et voilà, et c'est pour ça qu'on peut dire que le cinéma français n'est pas intéressant dans les années 70 par rapport au cinéma italien, parce qu'il suffit de les mettre côte à côte, on s'en rend compte. Le bon cinéma des années 70, c'est le cinéma américain et le cinéma italien, voilà, c'est clair. Maintenant, oui, du coup, ça engendre un problème terrible qui est celui de la prescription, c'est de dire comment s'y retrouver dans la meule de foin. Maintenant, si on veut trouver ce qu'il y a de bien, quand toutes les éditions vidéo mettent côte à côte des nanars, qu'ils soient italiens, français ou américains de toutes les périodes, et des bons films, et quand tout est mélangé, comment on fait pour s'y retrouver? Et là, moi, ma vraie problématique aujourd'hui, ce serait plutôt de dire, mais comment s'arranger pour que comment réussir à ce que les gens, les spectateurs, les cinéphiles, ne passe pas à côté de Robert Aldrich, de Jacques Tourneur, de Stuart Eisler. Comment faire pour que les gens ne passent pas à côté de Mario Caiano plutôt que de Lenzi, voilà, des choses comme ça. Et ça devient compliqué parce qu'il y a tellement de choses disponibles en permanence et une telle avalanche de nouveautés que, oui, comment aider un cinéphile jeune, un cinéphile débutant à s'y retrouver? C'est ça la vraie question maintenant. C'est un peu la cinéphilie post-Tarantino, on va dire, qui défendait tout ce genre de cinéma, je sais pas, bis, en tout cas a priori de moindre importance que les grands auteurs, et c'est vrai que du coup c'est peut-être des choses qui se perdent.
pas forcément de la culture classique, mais les grands classiques. Je sais pas si Les Enfants du Paradis sont encore beaucoup vus par des lycéens ou par des gens plus jeunes, que vous parliez des films de Delannoy, ou je sais pas, même le cinéma populaire français des années 30-40, quoi. C'est un genre de cinéphilie qui a un peu tendance à disparaître, peut-être, non ? C'est vrai, puis Delannoy, c'est un peu le Lenzi français, quelque part. Et vous pensez qu'il y a un rôle que la presse doit reprendre, ou la presse soit papier, soit en ligne ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse de suivre l'évolution de cette presse ? Oui, c'est intéressant de voir ce qui va se passer, parce qu'on ne sait pas très bien. Maintenant, la prolifération des œuvres disponibles est également adossée à une prolifération des sites de critiques ou de commentaires ou d'empilement d'informations. Et c'est le problème de l'Internet, c'est qu'il y a tellement de choses disponibles que trouver son chemin jusqu'au bon site prescripteur, etc. Ensuite, trouver son chemin jusqu'aux films qui vont vous aider à découvrir ce que c'est que le cinéma, à le comprendre et à l'apprécier. C'est assez compliqué, je pense. Moi, je sais pas. J'ai une fille de 16 ans. Je vois la façon dont elle consomme du cinéma. Elle est assez boulimique de films et de livres. Elle regarde essentiellement des choses modernes, récentes, essentiellement des choses fantastiques ou d'épouvante, ou plutôt du film de genre. Et elle a aussi vu, par exemple, je sais pas, des films de Hong Kong. Un peu Dario Argento, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'aller la faire revenir, en dehors de Chaplin, qui passe toujours très bien, c'est quand même assez compliqué de la faire revenir à une cinéphilie plus classique. C'est-à-dire qu'il y a un passage du temps qui fait que, oui, les gens qui ont, à part des ultra-cinéphiles sans doute, les jeunes entre 16 et 25 ans, ils vont pas spontanément aller chercher un Robert Aldrich, et pourtant sûrement qu'ils s'éclateraient en regardant L'Empereur du Nord ou en regardant Veracruz. Voilà. Alors le problème, il est là, c'est comment amener les jeunes à ça. Est-ce que c'est par le biais des sites ? Je ne suis pas sûr que ce soit par celui de la presse, parce qu'il y a quand même une énorme désaffection des teenagers d'aujourd'hui pour la presse papier. C'est pas leur média. Ils sont vraiment sur Internet, ils sont sur les réseaux. Bon, ils sont dans d'autres systèmes de communication. Donc oui, il faudrait. Enfin, je pense que on en a parlé bien des fois. Si on refaisait un Starfix aujourd'hui avec la même équipe, on ferait un Starfix sur Internet. On ferait pas un Starfix papier. Et donc forcément, ce serait par là que ça passerait. Ensuite, je crois qu'il y a plein de sites qui sont des sites prescripteurs. Ensuite, il faut simplement réussir à mettre la main dessus et à les trouver. Et puis sinon, il faut juste avoir le temps et la patience de taper au hasard dans la fameuse meule de foin pour trouver les films qu'on a envie de voir, et par expérience on finit par accumuler. Voilà, on se dit, si on essaie un Bergman et qu'on trouve ça ennuyeux, on passe à autre chose. On essaye un Umberto Lenzi, on trouve ça bien, on se dit voilà, j'ai trouvé ma voie, je vais être fan de cinéma bis. C'est paradoxal, mais c'est un peu ça, quoi. Et on sent une sorte de pression montée sur les sites en ligne, notamment via l'usage de photogrammes ou de photos. Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement qui va s'accentuer sur... Vous voulez dire d'un point de vue juridique, il y a Oui, on sent qu'il y a des sites plus ou moins établis quand même, et qui subissent un retour de bâton assez inquiétant pour la suite. J'ai pas assisté à ce phénomène. Je ne suis pas suffisamment plongé dans les arcanes de la critique sur Internet ou du commentaire de film sur Internet. Bon, moi, je vais dans des sites où je récupère des films, mais je ne suis pas spécialement à l'affût des mouvements qui vont avoir lieu sur comment tel ou tel site va se développer. Bon. Le problème, il est que l'Internet, c'est un de ses défauts, on le sait bien, met tout gratuitement à la disposition de tous. Donc c'est à la fois très bien et très démocratique, et en même temps c'est très problématique pour... moi je le vois en tant qu'ayant droit sur les œuvres de mon père. Bon, ça ne me dérange pas que les films qui ne sont pas disponibles autrement circulent vraiment de manière libre. C'est vrai que c'est aussi plus compliqué quand les gens vous disent de toute façon le truc il est sur Internet, donc ça vaut rien. Non, il y a quand même eu du travail derrière, et c'est vrai que c'est des problématiques compliquées de trouver le juste équilibre entre pas léser les personnes qui ont fait le boulot, ou ceux qui peuvent peut-être a posteriori essayer de le faire vivre, et rendre la chose accessible à tous. Bon, de toute manière, le problème de l'Internet, c'est que c'est quand même aussi un horrible outil de contrôle de tous, et que c'est pas étonnant qu'il soit à son tour soumis à des tentatives de contrôle, parce que c'est vraiment en ce moment en train de devenir le paradis des corporations. Donc c'est l'espionnage industriel de tout le monde en permanence, c'est le contrôle de tout ce qui est mis en ligne, qui malheureusement risque de s'accroître
lourdement dans les prochaines années. Et voilà, profitons-en pendant qu'on peut télécharger du film de manière parfois légale, c'est merveilleux, du film qu'on ne verra peut-être plus parce qu'on ne pourra plus le trouver sans le payer très cher à Amazon ou à Google dans 5 ans ou dans 3 ans. Vous êtes vous-même issu d'une double influence de cinéphilie, votre mère ayant une cinéphilie, on va dire, plus classique ou plus auteur, alors que votre père, lui déjà, il aimait rien d'autre que le western ou les films avec Randolph Scott, tout ça. Donc vous avez subi un peu cette double influence de cinéphilie, surtout que quand on lit donc le journal de votre père, dont vous avez édité les premières années, déjà je suis affolé par sa production, par le nombre de livres qu'il lit de toutes sortes et le nombre de films qu'il voit, que ce soit en cinémathèque ou bien à la télévision. Donc vous avez été nourri un peu de tout ce réseau d'influence des divers cinéphilies, non ? Oui, je crois, et je pense que c'est finalement de là que j'ai peut-être développé, en passant par des phases d'enthousiasme plus ou moins soutenu pour des gens plus spécifiques, mais c'est vrai que je crois qu'à terme, enfin, le débouché de tout ça, c'est que ça donne cette synthèse et cette capacité de peut-être mettre sur le même plan des choses différentes, mais qui ont coexisté au sein du 7e art, quoi. Voilà, je crois que moi je pense que j'ai jamais pensé que c'était mal de regarder du Bergman et du Fellini. Je pense que chacun a ses goûts et que moi les miens me portaient moins vers ça, mais ça m'a pas empêché d'en voir aussi. D'ailleurs, ne serait-ce que pour déterminer qu'on n'aime pas ça, il faut voir quelques trucs de chaque cinéaste plus ou moins important, mais c'est vrai qu'avant de savoir que Lenzi est moins bon que tel autre, il faut voir un peu de Lenzi. Avant de savoir que Bergman est plutôt plus ennuyeux que d'autres cinéastes de la même période, il faut voir du Bergman. Puis Bergman a fait un chouette film, c'est L'œuf du serpent, faut pas l'oublier. Donc voilà, on est sur ouais, je pense que bien sûr je suis victime et produit de la cinéphilie de mes parents, mais aussi de ma période temporelle. C'est-à-dire que je suis malheureusement pour moi ancré un peu dans le XXe siècle et dans la manière dont le XXe siècle a pu forger les cinéphiles. Je pense que les jeunes cinéphiles d'aujourd'hui vont être complètement différents, je veux dire, parce qu'ils auront grandi avec l'Internet qui leur aura donné un accès tout autre au film que celui qu'on a pu avoir quand on a grandi dans les années 70, 80, 90. Et aussi une cinéphilie qui se penche de plus en plus sur les séries en ce qui concerne les plus jeunes. Est-ce que c'est quelque chose qui va changer la donne, pensez ? Je ne sais pas, c'est une habitude de consommation différente. Bon, ça correspond à l'époque. Ce qui est flagrant, c'est que les séries, dans leur... même s'il y en a beaucoup qui ne sont pas fantastiquement intéressantes, mais c'est quand même là que se passent les grandes innovations. C'est-à-dire que c'est sûr que les œuvres de fiction audiovisuelles majeures du moment, elles ne sont pas dans le cinéma, elles sont à la télé. C'est-à-dire que quand on a The Wire et Breaking Bad, je ne vois pas quel film policier américain de la même période peut rivaliser avec ça. Il n'y en a probablement pas. La cinématographie mondiale n'est pas dans une période pour moi qui est extrêmement satisfaisante. Il y a bien sûr des films passionnants, il y a chaque année, mais il n'y en a pas tant, quoi. D'abord, il n'y en a pas tant. Il n'y a pas tant d'auteurs si originaux et si éclatants que ça qui sont au travail en ce moment. Évidemment, il y a toujours des bonnes surprises, Dieu merci, mais c'est jamais terminé. Mais c'est vrai on est un peu dans une période un peu postmoderne, voilà, où les studios américains produisent quand même globalement des choses qui sont très inintéressantes. Et sont dans l'espèce de aussi reproduction indéfinie ou infinie du même modèle, c'est-à-dire qu'on va quand même, on est en train de bouffer du super-héros et du Star Wars à n'en plus finir, quoi. C'est juste infernal, quoi. Et voilà, donc c'est pas très marrant d'assister à ça. Alors je comprends du coup que les jeunes spectateurs se tournent à fond vers les séries où il y a des tentatives beaucoup plus originales, beaucoup plus étranges, beaucoup plus stimulantes qu'au cinéma. Et c'est pas mal, je veux dire, c'est très bien que ça se fasse comme ça. En plus, on parlait tout à l'heure de porosité à propos des Italiens. L'intérêt de la manière de fabriquer l'audiovisuel des Américains, c'est que là aussi, il y a une porosité qui est à peu près inexistante en France entre la télévision et le cinéma. Les comédiens, les réalisateurs, les scénaristes n'hésitent absolument pas à travailler pour la télévision, et ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en France où on met les gens dans des petits tiroirs et dans des cases, et où, alors vous êtes réalisateur de télé, et vous allez faire de la télé ad vitam, quoi, et vous ne ferez pas de film. Ou le contraire, voilà. Et pareil, les comédiens un peu poids lourds qui acceptent d'aller faire de la télé, en France, il n'y en a pas beaucoup. Bon, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de comédiens un peu poids lourds, remarque, mais voilà, c'est tout ça pour dire que là, pour le coup, la porosité ne fonctionne pas en France. Alors que dans les séries américaines, oui, on va avoir des séries produites par Night Shyamalan ou par des gens qui ont fait ou par David Lynch, ou par d'autres gens qui ont fait du cinéma, qui font encore du cinéma, et ça les empêche pas de faire aussi de la télé. C'est ça qui est merveilleux, que ce soit Spielberg
un tas d'autres. Donc si ça pouvait être la même chose ici, ce serait bien peut-être, je ne sais pas. Alors, bon, c'est un autre modèle. Mais en tout cas, c'est très bien que les jeunes se penchent vers les séries. C'est aussi un mode de fabrication d'imaginaire qui est formidable. Ouais, parce qu'on sait qu'on en parle souvent, mais sur la question de l'imaginaire dans le cinéma américain, qui est quand même un cinéma qu'on aime tous, qu'on a tous adoré, et c'est que je sais pas si c'est depuis un genre d'avènement, mais du cinéma numérique, d'effets spéciaux, finalement, ils sont tournés vers la forme la spectaculaire, la moins intéressante. Donc le film de super-héros, plutôt que, je sais pas, de faire de la science-fiction pure et dure, alors qu'il y a un vivier d'ouvrages incroyables à adapter, qui finalement n'a jamais vu le jour. Les films de Asimov, les films de Dan Simmons, et donc ils sont finalement tournés vers la forme la plus régressive, qui est le super-héros, qui est quand même, je trouve, à la fois dans la bande et dessinée. la fantasy. Ouais, voilà, qui sont des formes la quand même. littérature d'imaginaire la plus conservatrice Voilà, qui soit. c'est- Bah oui, c'est bien avant. Bon, on a assisté à une espèce d'explosion d'intérêt pour la science-fiction juste au tournant des années 2000, quoi, entre 97 et 2001 à peu près. Et puis après, ça s'est cassé la gueule et la science-fiction littéraire a complètement disparu des librairies, quasiment. Bon, elle revient un peu maintenant, mais tout en douceur. Et il y a énormément de titres qui ont été rendus indisponibles à partir de cette période-là. C'est-à-dire que oui, maintenant, aller trouver les œuvres complètes, ou même pas complètes, mais enfin une quantité, disons, décente de romans de Roger Zelazny, Clifford Simak, Theodore Sturgeon, voilà, sous ces auteurs formidables qui sont complètement rayés de la carte, quoi. De même, la grosse erreur hollywoodienne, effectivement, est de ne pas s'être tourné vers ces textes-là, de jamais avoir adapté. Bon, il paraît qu'ils vont faire fondation en série télé, là. Bon, c'est déjà quelque chose, mais enfin, on verra ce que ça donne. Oui, Ils ont c'est déjà bien, essayé de parce faire qu'à- les Chroniques martiennes 3 fois, à chaque fois ils ratent. À la base, c'était Roland Emmerich qui devait Mais oui, faire bon, fondation. après, le souci, il est là, c'est qu'effectivement, si ça devient du gros blockbuster, style Independence Day, je vois pas l'intérêt, quoi. Mais bon, enfin voilà, ils avaient, oui, comme vous l'avez dit, un vivier de textes et d'histoire et d'imagination absolument énorme qui n'a pas été exploité par Hollywood jusqu'ici. Peut-être que ça viendra, mais bon, c'est un peu laborieux, hein, c'est sûr. Voilà, ils cherchent un peu le plus bas des émetteurs communs, et en ce moment, c'est le film de super-héros. C'est film super-héros, et donc même dans le blockbuster hollywoodien, qui à une époque pouvait être un espace d'expérimentation, finalement c'est aussi quelque chose qui a totalement disparu. Et le seul blockbuster estampillé américain qu'on pourrait voir comme novateur, ou en tout cas impressionnant ces dernières années, c'était Fury Road, mais qui est un film qui était du coup un peu délocalisé, parce que c'était tourné en Namibie, puis c'est à moitié produit par des Australiens. Du coup ça reste des épiphénomènes. Non, mais c'est surtout que c'est un film de George Miller, qui est un cinéaste des années 70-80 et qui le revendique. Je dirais que voilà, c'est quand même quelqu'un de supérieurement intelligent et un réalisateur brillantissime, et voilà, qui n'avait rien perdu de son talent et qui a fait un film qui a scotché tout le monde et qui a vraiment peut-être rendu à Miller sa juste place, quoi. Bon, alors, ensuite, que ça a été un tel succès, finalement, prouve que les gens ont quand même bon goût quand ils veulent, et qu'ils sont aussi capables de voir autre chose que du Marvel Comics. Moi, même j'aime beaucoup les Marvel Comics, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on en a un peu marre, quoi. Et puis les films sont très inégaux. Mais Fury Road était formidable, il n'y en a pas souvent des comme ça. Le Blade Runner de Denis Villeneuve est pas mal du tout non plus, c'est quand même un beau film, hein. Donc il y a des choses qui peuvent se faire même dans le système, mais c'est rare, c'est dur, et puis le mouvement en général en ce moment est pas positif, quoi. Et ouais, donc sur toujours question de la cinéphilie, sur ce déplacement, et des modes de consommation, mais des modes de production aussi. On parlait tout à l'heure donc des séries télé, mais de Netflix aussi, qui change un peu le paradigme en termes de distribution et de production, où justement il y a plusieurs acteurs du cinéma en France, mais aussi à l'étranger, qui sont un peu en train de mettre le haut là, de vouloir arrêter tout ça. Vous voyez ça comment, ce nouveau mode de production, diffusion que sont les plateformes de vidéo Amazon ou bien Netflix, que ça change un peu la donne à la fois pour la distribution salle et la production? Spontanément, il y a une chose qui me gêne, c'est qu'effectivement la plupart des choses qui sont produites là ne sont pas destinées à être montrées sur grand écran, ce qui est quand même un peu dommage. C'est-à-dire que quand bien même elles pourraient l'être, et avec profit, elles ne le seront pas. Donc ça, c'est un peu embêtant. La deuxième chose, c'est que il faudrait pas qu'on aboutisse à un verrouillage complet de la création par de telles plateformes, mais en même temps, le verrouillage, il est déjà quasi total du côté du cinéma institutionnel, qui soit financé par l'État dans des pays comme la France, ou qui soit financé par les majors à Hollywood. Bon, c'est compliqué de faire des films originaux, de faire des films indépendants. Néanmoins, il y a des gens qui y arrivent toujours. Ça a toujours été le cas. Il y aura toujours un cinéma indépendant, marginal, et c'est toujours là qu'on verra les choses les plus intéressantes. Je sais pas, l'évolution des plateformes comme Netflix ou Amazon ou Google est difficile à prévoir à l'heure qu'il est.
Vous êtes à Rennes dans le cadre d'un festival de courts-métrages et de courts-métrages de genre. Est-ce que vous trouvez que le format court s'empare bien du cinéma de genre? Et ça reste, selon vous, une étape importante dans la carrière d'un réalisateur qui souhaiterait éventuellement passer au long, mais notamment qui souhaiterait travailler le cinéma de genre? Est-ce que la question de la narration, de la durée relativement ramassée, de la chute aussi, parce que dans le court-métrage, on ressent cette importance de la fin forte, notamment dans le rapport au genre. Oui, je pense que la nouvelle de genre est quelque chose de très important. C'est-à-dire que ce soit la nouvelle fantastique, la nouvelle d'épouvante, la nouvelle de science-fiction et la nouvelle policière. Ce sont des éléments constitutifs de comment ces genres se sont développés en littérature. Et donc le court-métrage peut évidemment les retranscrire sans adapter forcément directement. Mais c'est l'idée de l'histoire courte qui a été quand même à la racine de la série Alfred Hitchcock Présente, par exemple, où on a à chaque fois... c'est très souvent des nouvelles adaptées. On avait à chaque fois quelque chose qui se développait en un temps assez bref, avec effectivement une chute assez marrante. Bon, ça fonctionne très bien. Moi, je pense que le court-métrage est un outil extrêmement utile et important, et c'est même dommage qu'il n'y ait pas finalement, une fois qu'on est passé au long, une possibilité de revenir plus simplement au court, parce qu'il y a des tas de cinéastes qui pourraient faire des courts merveilleux et qui n'en refont plus, parce qu'une fois qu'on est dans le circuit du long, c'est plus, c'est moins la pratique, quoi. Mais c'est une étape importante, c'est une étape stimulante, c'est extrêmement agréable de faire un court métrage. Je suis passé sur le plateau du court-métrage du fils d'un ami il y a quelques mois, et j'ai retrouvé l'enthousiasme et la passion qu'il peut y avoir à fabriquer une petite histoire comme ça, avec peu de moyens, mais avec une équipe super motivée, où tout le monde travaille à bloc pour rien, et tout le monde est ravi de le faire, et c'est des beaux moments. Moi, j'encourage tout le monde à faire un court-métrage, même avec les moyens les plus légers, parce que c'est fabriquer une œuvre de fiction, et c'est aussi par là qu'on commence et qu'on peut continuer à développer l'envie qu'on peut avoir de faire du cinéma. C'est vachement important, le court-métrage, oui, bien sûr. Et vous, justement, re-réaliser, ça vous intéresse plus, ou vous avez plus la possibilité de le faire, je sais pas, avec François Cognard, par exemple, qui pourrait vous... En fait, c'est tellement compliqué de faire du film de genre dans le cinéma français qu'en fait, moi, je le dis sincèrement, je veux dire, j'ai lâché le morceau, je me suis découragé parce qu'au bout de à peu près 7 ans à écrire des films qui ne se faisaient pas, c'est déjà un mode de vie un peu compliqué, un peu difficile, mais c'est aussi qu'il y a une frustration qui se développe, et on se dit, c'est pas possible, je veux dire, je suis censé être réalisateur, mais je ne tourne pas, et quand est-ce que, diable, je vais pouvoir faire un film? On le voit très bien, la plupart des gens qui essaient de rester un peu sur le genre ont beaucoup de mal à tourner. C'est pas évident, les financements ne sont pas là, la volonté des producteurs n'est pas là en France en tout cas. Il faut s'expatrier, il faut aller tourner ça ailleurs. Bon, on a peu de cas d'intégration réussie de cinéastes européens dans le système hollywoodien. Bon, on a parlé de Emmerich tout à l'heure, on pourrait parler d'Alexandre Aja. Voilà, c'est des modèles un peu particuliers de cinéastes qui sont, disons, bien compatibles avec le système hollywoodien. C'est pas le cas d'autres gens. On est ici dans un festival dont le président du jury, Fabrice Duvels, qui a eu une expérience récente aux États-Unis avec un film qui n'est pas mal, mais je crois que pour lui ça s'est pas bien passé. Donc voilà, c'est le cas de la plupart des gens qui vont tourner un film aux États-Unis dans le cadre du système. On est assez nombreux à avoir soit soi-même, soit des amis qui ont expérimenté la chose. C'est assez difficile à vivre. Donc voilà, il n'y a pas de solution simple. On a un peu le malheur d'être dans un pays où le genre n'a pas de légitimité, n'a pas d'historique, et n'est pas en littérature. Oui, mais ça c'est autre chose. Mais là on parle de cinéma. En termes de fabrication de films, c'est pas dans les mœurs, c'est pas dans les usages, c'est pas dans les envies de production, c'est pas dans les possibilités de financement. Donc ça devient très acrobatique de faire quelque chose comme Laissez bronzer les cadavres, qu'on a pu faire effectivement avec François et Bruno et Hélène en 2017, qui était une aventure de production et de fabrication assez particulière, et qui s'est faite un petit peu en douce, en contrebande, avec de l'argent de l'argent belge, de l'argent des régions, des choses comme ça. Voilà. Bon, mais c'est évidemment pas un cinéma traditionnel et qui va être financé avec enthousiasme par les gros groupes français. Il faut pas se leurrer. Je veux dire, on n'est pas du tout dans une économie similaire à celle d'un truc avec Danny Boone et Cadmerade, quoi. Voilà, c'est pas le même cinéma. Donc voilà, moi j'ai lâché le morceau pour cette raison, parce qu'il y a eu un moment où j'avais l'impression de me heurter à un mur, et après avoir essayé de faire le petit bleu de la côte ouest, que j'ai pas réussi à monter, on voulait faire avec Nicolas Boukrieff, on n'a pas réussi à trouver un
producteur. Je me suis dit bon ça va quoi. Il y a un moment j'ai peut-être autre chose à faire quoi. Voilà. Donc je suis pas reparti vers d'autres horizons, vers la bande dessinée, vers des choses que j'aime bien et qui font aussi partie de ma vie. Donc voilà, c'était pas sans douleur, mais et c'est pas que je me sens toujours aussi capable de réaliser que je l'étais il y a 15 ans, mais je pense que les occasions ne se présenteront pas et je vis avec, c'est pas un problème. Heureusement, on peut faire d'autres choses et puis aussi le temps passe, il faut aussi aider des gens plus jeunes à faire les choses eux-mêmes. Moi, je suis ravi de voir que des gens comme Bruno Forzani et Hélène Caté font des films maintenant qui sont très différents de ce que j'aurais pu faire, mais qui sont sûrement aussi tout aussi épatants et qui sont un vrai plaisir de spectateur pour moi. Voilà, donc c'est bien qu'il y ait des nouvelles générations qui arrivent. Il ne faut pas non plus essayer de verrouiller. C'est le problème du cinéma institutionnel français, c'est qu'on a toujours Benoît Jacquot qui est en train de faire des films, quoi. Il devrait être à la retraite depuis un sacré bout de temps, mais il occupe le terrain. Voilà, donc moi je trouve que c'est très bien qu'il y ait aussi un peu de lessivage qui se fasse régulièrement et qu'il y ait des nouvelles générations qui arrivent. Ça, du coup, vous parlez des adaptations non faites, notamment des romans de votre père. Ce que je trouve assez aberrant, parce qu'à la fois c'est des romans très connus qui ont cartonné, mais même plein d'auteurs français qui ont été publiés à la série noire comme ADG ou Pierre Signac n'ont connu quasiment aucune adaptation. Et moi, à chaque fois que je lis un bouquin de Pierre Signac, je suis affolé à quel point c'est hyper cinématographique, même à l'économie d'ailleurs, et c'est quasiment jamais adapté, alors que pourtant on parlait donc des bouquins de SF, mais là pareil, on a un vivier de polar qui est incroyable. Et pourtant, le polar, c'est le genre le plus produit en France en dehors de la comédie, et c'est quelque chose qu'on ne voit quasiment plus. Le cinéma policier français, oui, s'est effondré aussi. C'est-à-dire que là, on doit être à quoi, 4 films par an, peut-être, dans le meilleur des cas. C'est rien, quoi. Enfin, c'est juste rien. Donc, du coup, on a aussi ce système de nivellement par l'avalanche, c'est-à-dire que l'ensevelissement des romans dont vous parlez et des auteurs dont vous parlez par la production de nouveautés est telle que les livres de ADG ou de Signac ne sont pas disponibles. Hein. Je veux dire, ils ont la plupart, même il y a des livres de Didier Deninx de ses débuts qui ne sont plus disponibles, et de la plupart des auteurs français des années 80. Bon voilà, il y en a plein qui ne sont pas au catalogue d'aucun éditeur. Ce sont donc des histoires et des livres qui ont disparu. Voilà, et pour l'instant ils ont disparu. Alors évidemment personne ne va s'y intéresser dans ces conditions, c'est un peu embarrassant. Manchette a finalement peut-être est le seul qui a, parce que probablement c'était le meilleur d'entre tous, malgré tout, même si j'adore Signac comme vous, je pense que lui, mon père avait une qualité de style qui fait qu'il a emporté le morceau et c'est lui qui reste sur le devant de la scène, même 20 ans après sa mort. Bon, les adaptations cinéma qu'il a eues de son vivant n'étaient pas bonnes. Je pense que la première qu'il y a eu depuis Nada, qui était finalement le premier film adapté de ses romans, qui était quand même bien, la seule qui a été réussie depuis, c'est Les Ronces et les Canards, qui pour moi est une très bonne adaptation. Voilà, donc il y en aura d'autres. On a 3 films en développement aux États-Unis, mais ce ne sera pas avec des Français, évidemment. C'est des films américains, donc ce sera, je pense, beaucoup plus intéressant que si ça avait été fait en France par le système français, parce qu'on n'arriverait pas à retranscrire fidèlement ou d'une manière intéressante du Manchette à l'écran dans un film français d'aujourd'hui. Il ne faut que des gens qui sont des anomalies, qui sont des francs-tireurs ou des contrebandiers ou des gens qui sont hors du système comme Caté et Forzani pour réussir à le faire. Parce qu'il faut un peu l'esprit décapant, l'esprit méchant, l'esprit presque vindicatif qu'il y a pu avoir dans certains bouquins de mon père pour pouvoir les porter à l'écran. L'autre problème, il est que les libraires sont envahis de bouquins et donc ils vont pas garder au catalogue des trucs des années 70, 80 et voilà. Ensuite Gallimard qui a eu la série noire à l'époque et qu'il a toujours maintenant, a laissé filer l'essentiel de son catalogue parce que ça les intéresse pas d'exploiter des milliers de titres. Bon, quand on a passé le 2000e série noire, on comprend qu'ils ne pouvaient plus conserver, continuer à exploiter tout à la fois, c'était pas possible. Mais du coup, il y a aussi des tas de merveilleux romans américains ou anglais qui sont disparus. Hein. Je veux dire, aller trouver aujourd'hui du Harry Whittington ou des trucs comme ça, c'est pas évident. Hein. Donc c'est aussi valable pour les auteurs américains. Bon, c'est le nivellement par l'avalanche. Voilà, c'est le déluge de nouveautés qui emporte tout et qui fait que les livres plus anciens n'ont plus la place d'exister. Parce que je pensais justement à un roman français donc de Thierry Jonquet, Miguel, quand il était adapté, c'est par Pedro Almodóvar avec La Piel qui habito. Alors que pourtant c'est pareil, c'est un roman qui avait eu un grand succès chez nous, mais il faut que c'est un Espagnol en fait qui va le prendre pour le faire chez eux. Alors que parce que chez nous on a été incapable de prendre
compte ces auteurs-là qui pourtant sont hyper populaires. Oui, que dire de plus pour caractériser la stupidité et la nullité du cinéma français? Je ne sais pas. On a fait le tour de la question, quoi. C'est sûr que c'est un pays où il est quasiment impossible de faire des bons films. Regardez le niveau de ce qui s'y fabrique. Il y a parfois des anomalies comme Les Cadavres ou comme Grave ou comme des films comme ça qui peuvent être un peu plus intéressants, mais c'est bien difficile de les trouver. Voilà, c'est une bonne conclusion, c'est la merde. Donc Doug Headline, merci pour cet entretien. Donc vous êtes à Courmétrange, vous venez de sortir donc une bande dessinée Midi Minuit, un polar cinéphilique donc dans le monde du giallo. Merci beaucoup. À vous. Merci encore à Doug Headline de nous avoir accordé cet entretien et à Gal pour le montage et le mixage de cette émission. Prochaine édition, ciao, bonsoir.